Prenez soin de vous avec le groupe Vive et votre programme La Santé d'abord. Groupe Vive, entrepreneur du mieux vivre. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de La Santé d'abord, l'émission qui préfère prévenir plutôt que guérir. L'heure de la retraite va bientôt sonner comme 2/3 des Français. Ce changement de vie vous donne peut-être des sueurs froides. Comment ça va se passer déjà sur un plan financier? Et surtout, comment donner du sens à ce quart de siècle qui nous reste à vivre? Bien préparer sa retraite, c'est le thème de La Santé d'abord. Alors en France, l'âge effectif du départ à la retraite est de 62,7 ans, pour être précise. On ne sait pas encore pour combien de temps. Je parle bien de l'âge effectif. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons l'espérance de vie à la retraite la plus élevée d'Europe. Enfin, une bonne nouvelle à condition de vieillir en bonne santé, d'avoir des ressources financières suffisantes pour bien en profiter. D'où l'intérêt justement de bien préparer cette période, ce changement de vie. C'est pourquoi j'ai invité deux grands spécialistes du sujet. Éric Jeannot, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'UMR, spécialiste de l'épargne retraite. Frédéric Bourdon, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur épargne et retraite dans le groupe Vive. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Alors c'est vrai que ce sujet de la retraite angoisse bon nombre de Français, à commencer par l'aspect financier, comme a pu le constater notre reporter Cédric Manet. Regardez. Bien vieillir, c'est ne pas arrêter de travailler, vivre de sa passion. Voilà. Ça fait 50 ans que je travaille dans ce métier de passion et voilà, je n'ai pas envie d'arrêter. Je veux mourir sur scène. C'est ma passion, c'est mon médicament aussi d'ailleurs. Mes clients, c'est mes médicaments. Quand je suis pas bien, je viens dans mon salon et ça y est, tout va bien. J'ai pris ma retraite parce que j'arrivais à l'âge 65 ans, qu'on est en train de discuter actuellement. J'avais fait des calculs en me disant que ce que j'allais toucher me permettrait de vivre normalement. Après, ce que je n'avais pas envisagé ou que je n'avais pas postulé, c'est la façon dont le coût de la vie augmenterait par rapport à ce que je gagne. Donc après, je m'aperçois qu'en ce moment surtout, le coût de la vie augmente très vite et le point où les retraites un peu moins. Est-ce que j'envisage de reprendre un jour un petit boulot ? Peut-être pour complémenter, oui, mais le problème, c'est que si j'avance en âge, est-ce que je pourrais le faire au moment où j'en aurais besoin? Donc voilà le vrai problème que je n'ai pas actuellement, mais qui pourrait se poser. Eh bien, j'ai commencé à garder des chats à domicile via un site internet sur lesquels donc, les demandeurs s'inscrivent, font leur offre. J'y avais pas pensé du tout. J'ai moi-même des chats et c'est mon fils qui habite sur Paris et qui m'a dit tiens, il y a un nouveau site internet qui propose de garder les chats à domicile. Maman, tu devrais t'inscrire. Parce que toi qui aimes bien les chats, toi qui aimes bien rencontrer les gens. Et la garde de chat me donne un complément de revenus pour partir en vacances. Bon alors je ne sais pas si vous avez envie de mourir sur scène ou de garder des chats. Je trouve que c'est une activité, d'ailleurs c'est une très bonne idée. Mais en tout cas, une chose est sûre, les Français ont peur. 73% d'entre eux estiment que le montant de leur future pension de retraite sera insuffisant. Et une autre étude récente de l'Institut TMO pour l'Union Mutualiste Retraite indique que 4 Français sur 6 déplorent de ne pas pouvoir épargner plus de 50 € par mois pour préparer leur retraite sereinement. Donc on va essayer, messieurs, aujourd'hui de rassurer ces Français qui s'inquiètent pour leur retraite. Et premier message à faire passer, la retraite, il ne suffit pas d'y penser, on est bien d'accord, il faut s'y préparer activement. Et à partir de quel âge il faut commencer à la préparer? Vous avez raison, il faut commencer le plus tôt possible. En même temps, il n'est jamais trop tard, mais la bonne nouvelle, c'est qu'en effet, même avec les montants que vous évoquez, on peut, en commençant tôt, 50 € par mois déjà, 50 €. Ça peut suffire pour avoir une retraite suffisante? En complément, bien entendu, bien sûr, des dispositifs obligatoires et publics, oui, nous avons des produits sur le marché qui s'appellent maintenant des plans d'épargne retraite et auxquels on peut souscrire avec une cotisation régulière de cet ordre, tel que vous l'indiquez. Et en commençant tôt, on comprend bien... Alors, tôt, c'est quel âge? C'est jeune. Et d'ailleurs... De l'entrée dans la vie active.
Dès l'entrée dans la vie active, effectivement, on peut commencer à épargner, même chez nous, 25 € par mois. 25 €, finalement, c'est une pizza livrée à domicile. C'est vrai. Pour beaucoup de jeunes, c'est tout à fait accessible. Et ces 25 €, effectivement, ils vont fructifier pendant beaucoup plus longtemps si on les met de côté à 25 ans. Et ça évitera d'avoir une épargne très forte à faire quand on arrive à 50 ou 55 ans, où là, la marche est beaucoup plus haute. D'accord, donc commencer très tôt à épargner. Mais pour ceux qui n'auraient pas commencé forcément aussitôt, de quels outils disposons-nous pour préparer notre retraite quand on a voilà, des capacités de financement réduites? On a un petit salaire, on n'y a pas pensé suffisamment tôt, on n'est pas salarié aussi, on ne va pas forcément hériter. Et je ne suis pas sûre que les Français connaissent tous les produits d'épargne qui peuvent les aider justement à financer leur retraite. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'interrogations autour des produits d'épargne. Il y a une bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que depuis deux ans maintenant, il y a un seul produit en France pour épargner en vue de la retraite qui s'appelle le plan d'épargne retraite. Le PER. Le PER. C'est un produit. Parce que mon assureur me l'a proposé et je suis très contente d'y avoir adhéré. Mais si on n'avait pas parlé, je pense que... Un bon conseil. Il a bien fait son travail. Oui, il a bien fait son travail. Je pense que je n'avais jamais entendu parler. Alors, parce qu'il est récent, et effectivement... Ah, il est récent? Il date de quand? C'est un produit qui date de 2019. D'accord. Et il a l'avantage de consolider un certain nombre d'anciens produits existants qui pouvaient être souscrits par différents biais et qui finalement donnaient un paysage un petit peu confus à l'épargnant qui souhaitait épargner en vue de sa retraite. Ça n'enlève rien à l'intérêt des démarches fondamentales qu'on peut conduire pour préparer sa retraite, notamment par exemple acquérir sa résidence principale, faire le point régulièrement aussi sur les régimes obligatoires auxquels on est amené à cotiser, mais ensuite pour s'inscrire dans le temps, dans la durée et organiser cette épargne spécifiquement en vue de la retraite avec une certaine illiquidité des sommes que l'on met de côté, eh bien c'est simple, le plan d'épargne retraite est le sujet auquel on peut penser et on peut aller chercher conseil en effet auprès de sa mutuelle, de son assureur, de sa banque. Etc. Mais parmi quand même les 20% de Français qui épargnent pour la retraite, la moitié d'entre eux privilégient l'assurance vie, qui est un peu le couteau suisse de l'épargne. C'est moins intéressant que de souscrire à ce plan d'épargne retraite? Cela répond à des profils différents. L'assurance vie a un avantage important, c'est qu'elle reste disponible assez aisément. Ce n'est pas le cas du plan épargne retraite. Ah, c'est-à-dire que si je veux toucher, si j'ai besoin de l'argent pour autre chose, je peux pas avoir les liquidités aussi facilement, c'est ça? Alors, il y a quelques cas exceptionnels. Le principe fondamental, c'est que non, vous donnez vraiment un horizon très long à votre épargne. En revanche, et c'est intéressant pour les populations les plus jeunes, vous avez la possibilité de racheter votre plan, donc de récupérer les sommes que vous avez investies. Comme son assurance vie. Tout à fait. Vous pouvez le faire dans un premier but qui est celui d'acquérir votre résidence principale. Donc vous voyez, il y a un lien en effet avec le sujet immobilier qu'on évoquait tout à l'heure. Et puis vous avez aussi des cas un peu d'urgence, comme dans d'autres domaines, lorsque vous êtes confronté à des difficultés très particulières, par exemple un handicap ou une perte d'emploi, vous avez la possibilité effectivement de récupérer une certaine liquidité. Donc ce sont des plans qui restent fondamentalement orientés jusqu'à l'âge du départ à la retraite, mais avec quelques cas particuliers où vous pouvez récupérer votre argent. D'accord, du cas par cas. Et ça a deux avantages. Le premier, c'est qu'on se lie les mains, et des fois c'est finalement intéressant quand on veut vraiment s'orienter vers le futur, parce qu'on peut être tenté autrement de puiser dans son épargne et à des fins qui ne sont pas celles auxquelles on pensait au démarrage. Ça peut être une sécurité. Voilà. Et puis la deuxième chose, c'est que finalement donner un horizon très long à l'épargne, ça permet pour les assureurs qui la placent d'obtenir une sécurisation plus forte et puis des rendements plus importants pour vraiment le but qu'on s'est fixé, c'est-à-dire un supplément de revenus à la retraite. Est-ce que ces produits sont à risque ou au contraire, est-ce que ce sont des placements sûrs? L'intérêt d'un plan d'épargne retraite, c'est que ça n'est pas une tirelire, c'est-à-dire qu'à l'arrivée, votre objectif est bien de récupérer un montant sous forme de capital ou de rente à vie qui soit supérieur à la somme des cotisations que vous avez versées sur le produit. Donc ce sont effectivement des produits qui vont bénéficier d'un rendement obtenu sur les marchés financiers. Le gros intérêt du produit, c'est que vous pouvez gratuitement et par défaut automatiquement confier les sommes que vous versez à un professionnel des marchés financiers qui va les investir au mieux de vos intérêts, en fonction de vos profils, de votre profil, en fonction de l'ensemble du patrimoine dont vous disposez ou dont vous ne disposez pas, et qui donc va choisir progressivement le niveau de rendement et d'exposition au risque le plus adapté.
L'autre point intéressant, c'est que petit à petit, plus on se rapproche de l'échéance et plus le produit, bien sûr, sera dit sécurisé, de manière à ce que vous ayez une vision très nette. Pas trop juste avant sa retraite, c'est sûr. Eric, est-ce que vous conseillez à vos clients également de souscrire en parallèle à une assurance prévoyance contre les aléas de la vie? C'est quelque chose que vous recommandez systématiquement? Alors, systématiquement, de toute façon, on recommande de se couvrir en prévoyance. C'est important parce que dans les gens qui ont de grosses difficultés à la retraite, il y a ceux qui ont aussi eu des carrières hachées suite à des maladies longues, à des invalidités. Et effectivement, avoir une couverture contre ces accidents de la vie-là permet aussi, finalement, d'avoir un maintien des revenus, de rebondir professionnellement et donc d'arriver à la retraite également avec un niveau financier qui permet de mieux vivre cette période-là. Alors, selon une étude menée par l'Agirc-Arrco, l'organisme de retraite complémentaire de 30 millions de salariés du secteur privé, c'est vrai que la plupart des futurs retraités ont mal calculé le montant de leur pension au moment de la liquidation. En général, ils se retrouvent avec un montant qui est beaucoup plus faible que celui espéré. En moyenne, un Français va toucher, je crois que c'est 1 389 € brut par mois pour sa retraite, c'est ça à peu près En tout cas, c'est le chiffre que j'avais trouvé. Vers qui on peut se tourner pour calculer justement le montant de sa retraite et éviter les mauvaises surprises? Alors, les mauvaises surprises, elles sont nombreuses, parce que la Cour des comptes a montré que c'était 1 cas sur 7 d'erreur quand même dans le calcul des retraites cette année. Donc ce qui est très important, là encore, c'est d'être actif. On reçoit à partir de 35 ans son relevé individuel de situation. Le mauvais réflexe, c'est de le mettre sur l'étagère, de se dire c'est trop compliqué, on regardera plus tard. Ce que j'ai dû faire parce que ça ne me dit rien du tout. Voilà. Ce courrier. C'est l'occasion de s'en saisir, de regarder et puis de demander conseil, effectivement, à votre assureur, à votre complémentaire, pour voir un petit peu ce qu'on peut faire. Tous les 5 ans, c'est pas trop, pour s'en inquiéter un petit peu, regarder. Et puis, si on a à un moment donné une autre idée qui nous fait y penser, un changement professionnel, un changement familial, on peut très bien aller se renseigner sur Internet. Maintenant, il y a des informations sur le site Info Retraite qui sont très très complètes, qui permettent de faire le point. Et là encore, on peut accompagner cette prise de conscience, l'expliquer. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire, nous, dans nos réseaux de conseils, parce que c'est important d'accompagner nos adhérents tout au long de cette période-là, entre, je disais, 25 ans des fois, et leur retraite. Et même après leur retraite, c'est une période longue. Un mot peut-être sur le cas particulier des professions indépendantes. Quels sont les conseils qu'on pourrait donner à ces professions? Eh bien, puis en général, ils sont mieux préparés parce qu'elles ne comptent pas sur le régime général, justement, sur lequel elles ont très peu cotisé. Voilà, depuis plus longtemps, les indépendants sont finalement acteurs de leur retraite. Et ils savent qu'ils peuvent la choisir et ils ont l'habitude, puisque les régimes obligatoires sont pour eux de portée moins importante, ils ont d'ores et déjà l'habitude de cotiser dans le cadre de dispositifs spécifiques. Donc effectivement, les professions indépendantes se sont saisies aujourd'hui des plans d'épargne retraite. On voit que les nouveaux produits ont eu un succès très très important. Cela fait bien longtemps qu'un produit financier nouvellement créé n'avait pas remporté un tel succès public. Les professions indépendantes portent ce succès. Un certain nombre de jeunes également, et c'est une très bonne nouvelle, portent également le succès de ces nouveaux plans d'épargne retraite. Bon, en tout cas, ça c'est une très bonne nouvelle. C'était pour la partie financière. Alors, comment se préparer psychologiquement à la retraite maintenant? Comment gérer cette sensation de vide, ce rapport à l'image sociale? Puis le fait également de se retrouver H24 avec son conjoint. D'ailleurs, pour info, le nombre de divorces des plus de 60 ans a fortement progressé au cours de ces 20 dernières années, passant de 4% en 1996 à 12% en 2016. Donc autant de questions effectivement qui peuvent être un peu angoissantes à l'approche de la retraite. Alors qu'on devrait quand même l'envisager, je ne sais pas, comme une nouvelle forme d'adolescence, mais avec la carte bleue, en plus, à condition bien sûr d'avoir suivi vos précieux conseils pour préparer sa retraite. C'est vrai ça? Comment justement voir les choses positivement? Alors d'abord, il faut les voir positivement. C'est quand même une seconde vie. C'est une seconde vie, c'est du temps libéré. C'est du temps aussi qui devient compté parce qu'effectivement, on s'approche d'une période de vieillesse, mais aujourd'hui, la vieillesse est très active et peut être très longue. Je crois retraités, moi, je vois mes parents, ils sont hyper occupés tout le temps. Ils sont hyper occupés, ils font plein de choses, ils sont occupés pour garder les enfants, pour s'occuper des fois de leurs parents encore, ils sont dans les associations, c'est le pivot des solidarités, puis ils ont des loisirs divers et variés. Et aujourd'hui, la retraite, c'est une seconde vie en fait, et c'est une vie qui est extrêmement longue, puisque dans ma génération, par exemple, on estime aujourd'hui que plus de la moitié des hommes vivront au-delà de 90 ans, et les 2 tiers des femmes.
Dans la génération de mes grands-parents, c'était un homme sur 20. Donc on a une perspective qui est très longue. Donc on n'a pas non seulement une seconde vie à la retraite, mais des vies à la retraite. Donc évidemment, ça se prépare. Ça peut être un choc parce que, comme vous le disiez, les temps de la vie sont modifiés, les rythmes de vie sont modifiés. On perd une partie de ces relations aussi, qui étaient des relations professionnelles. Et donc là encore, c'est quelque chose qui s'anticipe, mais qui peut être extrêmement bien vécu. Et pour beaucoup de retraités, c'est aujourd'hui bien vécu. Ils ont des retraites très actives. Ils sont loin d'être inactifs. Ils sont loin d'être en retrait. Ils sont dans la société et c'est très bien. La retraite ne veut pas dire se mettre en retrait de la société. Et vous parliez tout à l'heure de bénévolat, et c'est vrai qu'il y a des retraités altruistes. Et à la veille du début de l'hiver, la Banque alimentaire s'apprête justement à lancer sa collecte annuelle sur l'ensemble du territoire français. Il s'agit de récolter pas moins de 23 millions de repas sur tout l'Hexagone en un seul week-end. Et pour traiter et redistribuer toutes ces denrées, c'est une véritable armée de bénévoles, dont beaucoup de retraités justement, qui s'activent dans l'ombre tout au long de l'année. Exemple dans le bassin chambérien, avec ce reportage d'Emmanuel Jaude. Premier réseau de récolte et de redistribution de denrées sur le territoire français, la Banque alimentaire fonctionne en grande partie grâce à ses bénévoles. Une véritable armée de petites mains dont l'engagement n'est plus à démontrer. En Savoie, ils sont 140 à se reléguer en fonction de leur disponibilité. Quand j'ai pris ma retraite, je voulais m'occuper à quelque chose. Et puis l'avantage de la Banque alimentaire, c'est qu'on n'est pas tenu d'être là en permanence. Il suffit d'annoncer les horaires. Et que, en gros, moi, je viens une matinée par semaine. Et mais après, quand on n'est pas là, on le dit. Et c'était ça l'intérêt. Une sorte de bénévolat à la carte qui permet de traiter chaque semaine l'équivalent de 42 000 repas sur le territoire savoyard. Une façon de joindre l'utile à l'agréable pour cette main-d'œuvre qui s'est très vite constituée en véritable petite famille. Je suis un homme qui a besoin de travailler. Pour être bien, il faut que je travaille et que je rencontre des personnes. L'ambiance est bonne, et je me trouve bien. Chacun fait en fonction de ses possibilités. Certaines personnes viennent une matinée, d'autres 2 matinées. Moi, j'ai le temps, ça m'occupe. Je fais 5 semaines. Un travail de l'ombre dont dépendent encore aujourd'hui près de 40 associations partenaires et plusieurs milliers de familles sur le seul département de Savoie. Voilà justement des retraités heureux parce qu'ils donnent du sens à leur vie en s'engageant dans le bénévolat. Il y a quand même 48% des bénévoles parmi les 55-74 ans. Je ne m'attendais pas à un chiffre aussi élevé. Et 58% des plus de 65 ans qui sont engagés dans une association et qui consacrent plus de 5 heures par semaine. Donc voilà, des chiffres plutôt très encourageants. Mais bon, c'est vrai que si le gouvernement justement encourage une cessation d'activité plus tardive, on risque de manquer un peu de bénévoles, non ? J'espère que non, parce que... C'est un des inconvénients de ce départ à la retraite. C'est vraiment quelque chose d'important, parce qu'aujourd'hui, les bénévoles, les aidants aussi, ont un rôle très important dans les solidarités de notre société. Donc leur activité sociale est importante pour la société. Elle est très importante aussi pour eux. On a fait une grande enquête, nous, auprès de 4000 de nos adhérents avec le CEPREMAP, et on s'aperçoit que ceux qui sont déjà actifs socialement, éventuellement dans des clubs culturels ou sportifs, ont une sensation de bien-être supérieure à ceux qui ne le sont pas. Et c'est encore beaucoup plus élevé pour les bénévoles parce qu'il y a ce sentiment qui était très bien exprimé dans le reportage d'être utile. Et être utile, ça permet aussi de se sentir mieux. Et quand on se sent mieux, c'est prouvé, on reste en meilleure santé plus longtemps et on recule l'âge où on peut perdre de l'autonomie. Là aussi, la chère transition démographique, transition économique a montré qu'on pouvait gagner comme ça 3,2 années en pleine autonomie parce qu'on était actif socialement. C'est pas rien et c'est important pour le bien-être dans la société. Oui, ça fait quand même quelques années en plus. Est-ce que faire le deuil de son identité professionnelle, c'est compliqué quand même, ça, psychologiquement ? Là encore, ça dépend beaucoup des personnes et c'est quelque chose qui se prépare. Et je pense que c'est très important aujourd'hui de penser sa transition entre emploi et retraite. C'est pas forcément une rupture. Quand c'est une rupture, ça peut être difficile. Quand c'est une transition, soit parce que d'ailleurs on a bénéficié d'une cessation progressive d'activité, un dispositif qui se développe, soit parce qu'on s'est investi déjà avant, on a fait du mécénat de compétences, là encore c'est quelque chose qu'on encourage à développer dans les entreprises, ou parce que, comme on le voyait dans le premier reportage, on décide après la retraite de reprendre une activité professionnelle autre ou bénévole, on arrive à beaucoup mieux vivre ce passage. Quand c'est une rupture, la rupture peut être des fois mal vécue, évidemment avec un sentiment d'être
mis dehors, mis à côté, et dans ce cas-là, ça peut entraîner des périodes un peu plus difficiles, et il faut savoir rebondir. Donc finalement, les retraités qui font du bénévolat vont être moins souvent malades que les autres. Donc ça, on l'a dit, ça a un impact positif sur notre santé, mais et aussi sur notre santé mentale. Et juste le simple fait de rester curieux, de continuer à apprendre, ou tout simplement de faire profiter de ses compétences à d'autres, ça peut être aussi un très bon moyen pour limiter le risque de maladies neurodégénératives. Je pense notamment à la maladie d'Alzheimer. Et c'est ce que font justement certains médecins à la retraite qui viennent épauler leurs jeunes collègues, en particulier dans les déserts médicaux. Et c'est ce qui se passe dans le centre de service médical de proximité de Cholet, en Maine-et-Loire. Regardez, c'est un reportage de Cédric Manet. Le docteur Charles Joubert avait pris sa retraite à 69 ans, c'était en 2021. Mais 3 mois plus tard, il est sollicité pour renforcer l'équipe du service médical de proximité de Cholet. Et il a repris du service comme 11 autres médecins, eux aussi retraités, appuyés par des internes. Aujourd'hui, il reçoit une nouvelle patiente. Donc, madame, vous n'avez plus de médecin traitant. Voilà. Ça fait combien de temps votre médecin est parti à la retraite? Il est parti le 15 octobre. D'accord. Et depuis ce temps-là, vous cherchez un médecin traitant. C'est ça. D'accord. Et la bonne nouvelle tombe pour cette mère de 4 enfants dont les genoux ont craqué après plus de 20 ans à travailler dans les cuisines de chaînes de restauration. Je vais vous prendre comme médecin traitant, mais je vais vous intégrer dans le centre. C'est-à-dire que je vais y mettre mon nom, mais vous serez c'est le centre qui sera votre référent. Et consulter un médecin retraité, ça ne pose pas de souci à Asia. Moi, j'ai très confiance en fait d'un médecin retraité parce qu'il a d'expérience derrière. Et un jeune médecin, c'est vite bâclé, allez hop. Alors qu'un médecin quand même plus expérimenté, il aura plus de temps à me consacrer. Et puis, voilà. Plus d'expérience surtout. Comme Asia, plus de 3000 patients ont retrouvé un médecin traitant depuis la création de ce service. Et dans certains cas, il était plus que temps. Des exemples très simples, à savoir que vous avez des gens qui sont diabétiques, dans lesquels les soins, la continuité de soins exige un suivi tous les 3 voire 6 mois, et qui n'ont pas été vus depuis 2 ans. Vous avez également des gens dont la pathologie était découverte au centre parce que par manque d'examen, et vous avez donc en particulier des cancers qui ont été découverts dans ce type d'examen. Les 3 cabinets du service sont fréquentés par des habitants du quartier, du centre-ville de Cholet, mais aussi par des habitants des communes rurales environnantes qui n'ont pas de médecin. Donc voilà, tout le monde est gagnant. Les médecins retraités qui ont moins de risques d'avoir un Alzheimer, les jeunes médecins qui se sentiront moins seuls et qui vont gagner plus rapidement en expérience, et puis enfin les patients, bien sûr, qui n'auront plus à attendre des semaines et des semaines avant d'avoir un rendez-vous. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt une très bonne formule. Qu'est-ce que vous mettez, vous, en place concrètement pour aider les retraités ou les futurs retraités à mieux vivre cette période ? Je trouve d'abord que le cumul emploi-retraite peut être une bonne solution, mais il faut le dire, quand on n'est pas contraint de le faire pour des raisons financières, ce qui revient à toute la question de préparation sur le long terme dont on parlait tout à l'heure. Et une deuxième chose qui est importante aussi, parce qu'aujourd'hui ça fait partie des discussions, il faut que ce cumul emploi-retraite permette aussi de créer de nouveaux droits, ce qui n'est pas encore le cas général en France et qui pourrait être un progrès intéressant dans notre société. Et du coup, ça permet de répondre à votre question, ça permet aussi de se projeter différemment sur la retraite. Ça peut être un choix, et on peut avoir aussi le choix, par contre, d'avoir une coupure complète vis-à-vis de sa profession d'avant. L'important, c'est d'y réfléchir en amont. Et nous, ce que nous proposons de plus en plus, effectivement, c'est d'accompagner cette phase-là. Et on propose notamment avec notre mutuelle Esprit Retraite des stages de préparation à la retraite ou des stages de projet retraite, de bien vivre sa retraite. Donc on fait quoi pendant ces stages? On fait des simulations, des jeux de rôle? On pense déjà, on peut penser à ce qu'on va faire à la retraite. On en discute avec des personnes qui sont habituées à ces questions-là, à la fois sur le plan financier et sur le plan psychologique, des psychologues. Et puis on imagine un petit peu son projet de vie à la retraite. Voilà. Et ça, c'est important avec des conseils et des échanges entre pairs aussi. Une sorte de bilan de compétences Oui, le bilan de compétences est important aussi parce qu'on peut vouloir se reformer quelques années avant la retraite pour faire autre chose. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on ne fait pas assez encore dans notre société française, donc sur lequel on essaye d'encourager les gens. Frédéric, un dernier message à faire passer? Eh bien, on l'a vu tout au long de nos échanges. Le point clé, c'est de se préparer aussi bien sur le plan financier que sur le plan psychologique. Et en fait, cette préparation,
on peut l'initier assez tôt et assez facilement maintenant avec l'ensemble des dispositifs qui existent. Et puis, on peut se tourner pour trouver le bon conseil. Et c'est la meilleure façon de répondre à ces interrogations qu'on évoquait, qui sont si nombreuses. C'est de se préparer et d'être acteur. Acteur de sa retraite. Merci en tout cas à tous les deux. C'était très clair, très concis, très concret. J'espère qu'on vous aura convaincu que la retraite, ça peut être le point de départ d'une nouvelle vie, avec du temps pour soi, du temps pour se faire plaisir, du temps pour faire ce qu'on a toujours rêvé de faire. Je ne sais pas, vous, qu'est-ce que vous auriez envie de faire à la retraite ? Je pense que le bénévolat m'intéresse beaucoup. Donc je pense que j'essaierai de prendre plus de temps pour les associations. Retraité altruiste. Et vous, Frédéric ? Moi, évidemment, on est bien placé ici pour préparer notre retraite. Donc moi, j'aimerais bien continuer à pouvoir donner des conseils sur la retraite, c'est-à-dire une forme de continuité d'activité et puis rattraper toutes les lectures en retard. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Valérie Darmon, rédactrice en chef de cette émission, à Margot Miller et à Christina Bouton de m'avoir aidé à préparer cette émission. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour un prochain numéro de La Santé d'abord. D'ici là, prenez soin de vous. Le groupe Vive vous a présenté La Santé d'abord, le programme qui prend soin de vous. Groupe Vive, entrepreneurs du mieux vivre.